L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour et bienvenue, nous allons parler des propos de Manuel Valls, mais est-ce que vous considérez ce matin que la loi El Khomri est morte ? Je crois qu'elle n'a plus rien à voir, en tout cas, avec le début d'espérance qu'elle pouvait incarner. Ce sont des reculs successifs sur tous les grands sujets, et en plus, je m'inquiète parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les avancées, si on peut, les modifications, elles visent plutôt à réduire les droits des entrepreneurs qu'autre chose. Donc, je suis dans cette affaire très circonspect. Quand il dit qu'il refuse justement un pays de précarité, est-ce que vous avez le sentiment qu'il cherche quoi au fond ? C'est une sortie politique. Je vois surtout que depuis qu'il est président de la République, la précarité, elle a explosé, en même temps que le chômage. Alors il était censé nous promettre la baisse du chômage, la baisse de la précarité, il a fait exploser les dépenses publiques, les impôts, accru les rigidités sur les employeurs et les entreprises, et résultat des courses, il y a plus aujourd'hui de chômage et de précarité qu'avant qu'il ne soit président. Mais lui vous répondrait croissance, il vous répondrait retour des investissements étrangers, il vous répondrait limitation des déficits. Je vois pas comment il peut me répondre ça, parce que limitation des déficits, Bruxelles, il y a encore de s'inquiéter à juste raison que nous ne tenions pas nos comptes. Et en ce qui concerne la croissance, je note que la croissance prévue en 2016 pour la France est inférieure à la moyenne européenne. Donc je vois pas où est le bilan positif, et c'est ça qui me désole, parce que il y a des décisions très importantes à prendre. J'ai moi-même écrit lors de la première version de la loi travail, qui avait peut-être la perspective de mettre un peu de souplesse et donc de moyens pour les entreprises d'embaucher. Je suis aujourd'hui très circonspect, je le dirai d'ailleurs lorsque je défendrai la motion de procédure dans quelques semaines. Manuel Valls a un peu surpris tout le monde hier en parlant justement du salafisme qui avait gagné la bataille culturelle d'une certaine manière en France. Est-ce que vous défendez ce point de vue ? J'ai envie de lui dire bienvenue dans le monde de la lucidité. Je reconnais d'ailleurs qu'il fait partie de ceux à gauche très rares qui dénoncent les montées du communautarisme. Je me souviens quand j'avais défendu la loi d'interdiction de la burqa, il était le seul de son groupe, du groupe socialiste, à avoir voté l'interdiction de la burqa avec Aurélie Filippetti. C'est-à-dire que ni François Hollande ni Jean-Marc Ayrault n'avaient voté l'interdiction de la burqa en France. Donc là, ces propos hier, je les entends bien sûr. Il faut vraiment maintenant voir qu'est-ce qu'on fait pour agir, parce que ça fait quand même beaucoup. En quelques jours, j'entends parler à Air France de la question de savoir si les hôtesses portent ou non le voile lorsqu'elles sont en Iran. Heureusement qu'on nous parle maintenant de volontariat, qu'on va pas les obliger à le faire. J'entends de la même manière monter un effet de mode, des grandes marques de mode qui viendraient considérer qu'il faut développer une ligne de mode communautariste pour les femmes. J'ai lu l'article d'Elisabeth Badinter avec lequel je suis sur ce point d'accord. Tout ne se vaut pas. C'est comme le combat que j'avais mené il y a quelques années pour interdire la burqa, tout ne se vaut pas. La burqa n'est pas un habit comme un autre. Non, mais le maire a tort quand il dit, moi, quand ma femme débarque à l'aéroport de Téhéran, je lui demande de se voiler. Écoutez, pour respecter les coutumes locales. Respecter les coutumes locales, c'est une chose. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en France. Et c'est pour ça que, comme beaucoup, je suis un peu interrogatif sur les propos de Bruno Le Maire. Le sujet, ça n'est pas ce que nous faisons en Iran. Le sujet, c'est comment, en France, on enraye le communautarisme. C'est un combat qu'avec d'autres, je mène depuis des années. Je vais vous prendre un exemple très concret. J'entends Manuel Valls dire « Attention, il y a des dérives salafistes terribles en France ». Oui. Pas le seul, Caner dit la même chose à propos des sœurs Molenbeek. Donc il y a quand même une prise de conscience. Oui, une prise de conscience. Il l'a dit il y a 15 jours. Ça fait des années qu'un certain nombre d'entre nous le dénonçons. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie. Car quand il y a quelques semaines, j'ai dénoncé un article qui est dans la loi travail, je demande encore ce qu'il a à faire dans la loi travail de Madame El Khomri, qui prévoyait rien de pire, c'est-à-dire l'introduction dans le droit du travail de la possibilité de manifester ses convictions religieuses dans l'entreprise, alors que la seule chose que l'on ait à faire dans ce domaine, c'est de permettre aux employeurs de fixer un règlement intérieur pour éviter les dérives. Je me suis fait traiter de tous les noms par Madame El Khomri, qui m'a renvoyé à la figure l'histoire du pain au chocolat. Mais j'hallucine, je me dis, mais attends, à partir de quand, dans notre pays, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, d'où vous voulez, on se serre les coudes pour lutter ensemble contre le communautarisme, au lieu de faire des polémiques au mauvais endroit. C'est bien dommage. La gauche vous a reproché d'utiliser ça sur le plan électoral, et maintenant vous lui reprochez ça. Alors faudrait savoir. Alors dans ce cas, il faut pas que le Premier ministre dise de son côté, quand il va à un colloque, qu'il constate qu'il y a des dérives salafistes. Mettons-nous d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des dérives salafistes, on le sait tous, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On maintient dans le texte de loi, puisque c'est maintenu, la
la disposition relative à la liberté religieuse dans l'entreprise? Vous croyez que c'est vraiment le sujet du moment? C'est si urgent que cela? Est-ce que je déposerai un amendement de suppression de cette disposition dans le texte? De la même manière, j'ai envie de dire, ok, alors est-ce qu'on est capable, une bonne fois pour toutes, de dire dans notre pays qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pour enrayer ces dérives communautaristes qui portent atteinte à l'idée que nous nous faisons de la place des femmes dans notre société? C'est quand même un sujet majeur. Question, Jean-François Copé, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. NKM a une idée dans ce domaine, puisqu'elle dit au fond, le problème, c'est que tous les gouvernements ont de plus en plus de mal à régler ce problème du financement des mosquées par l'étranger et de la formation des imams hors sol, c'est-à-dire pas en France. Son idée de la taxe sur le halal qui serait gérée par la communauté musulmane, ça vous va ou ça vous paraît absurde? Enfin, c'est une piste parmi d'autres. Moi, je pense que sur ce sujet, ce qui est capital, c'est que la transparence soit faite sur les circuits de financement pour notamment la construction des lieux de culte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé dans mon livre, Le sursaut français, que un organisme public collecte les fonds, je dis bien servent en réalité pour que ce soit tout à fait transparent, il y a un fonds spécifique qui nous permette de savoir exactement d'où vient l'argent et qu'ensuite il y ait en partenariat avec les maires, là où c'est nécessaire et où il y a consensus, construction de lieux de culte ou entretien de lieux de culte. Mais encore une fois, ça ne doit pas être de l'argent public, ce que je veux c'est de la transparence. Qu'ensuite il y a une taxe. Écoutez, on sait très bien qu'aujourd'hui, les dons des fidèles permettent de régler beaucoup de problèmes. En revanche, il faut que ce soit transparent. Je peux en porter témoignage. À Meaux, c'est ainsi que le lieu de culte musulman qui est à Meaux est construit et entretenu. Voilà, comme ça se fait pour d'ailleurs d'autres lieux de culte, d'autres cultes. Il ne faut pas faire d'assimilation, mais la réforme pénale est actuellement discutée au Sénat. Est-ce qu'il y a cette proposition? Je reviens à NKM qui était celle au départ à l'Assemblée, mais qui est celle de la perpétuité de la perpétuité réelle pour les terroristes et pas simplement les 22 ans. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition? J'ai envie de vous dire, là, c'est un peu l'effet pervers de la campagne des primaires où on est au concours Lépine de celui qui a la dernière idée en date. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On va passer des semaines à débattre de ça comme de la déchéance de nationalité pour que ça fasse pchit à la fin. Il y a un bon argument, c'est de dire finalement un type comme Abdeslam, il a 26 ans, s'il reste 20 ans en prison, il va ressortir vers 46-48 ans. Non, mais Guillaume Durand, c'est pas... S'il est endoctriné jusqu'au bout, il va ressortir dangereux. Oui, sauf que, excusez-moi, mais je vous donne l'argument. Oui, j'ai compris, mais c'est pas 20 ans d'abord, c'est 30. Ensuite, la loi prévoit le cas échéant que ça aille un peu plus loin, et je ne vois pas en quoi ça permet de lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Le véritable sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce domaine, notre pays est sous-sécurisé. Il est vulnérable. Personne n'assume de dire les choses telles qu'elles sont. La seule manière, c'est de mettre le paquet sur ce qui relève de l'ordre, de la sécurité. D'où ma proposition d'embauche massive de policiers. Je propose 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, surveillants de prison. La situation dans nos prisons est un désastre. Nous n'avons pas assez d'effectifs. Il y a des taux de suroccupation très élevés. Il n'y a pas eu une place de prison construite. Ben oui, mais il n'y a pas eu une place de prison construite depuis 2012. C'est ça qui est fou. C'est que nous sommes dans une situation de déni de réalité. Je lisais Jean-Jacques Urvoas dans le journal du dimanche, fait une interview qui est très intéressante, mais qui est terrifiante. Pourquoi? Il y a plein de ronds dans les caisses, c'est tout. Voilà ce qu'il dit. Mais il est ministre. Il est ministre. Ce qu'on attend de lui, c'est des propositions. Il a ouvert les caisses, il n'a plus rien. Attendez, ce qu'on attend de lui, c'est des propositions. Vous êtes ministre, vous pouvez pas simplement commenter l'actualité. Vous êtes ministre, vous devez dire ce que vous proposez. C'est ça qui aujourd'hui me fait dire, et c'est le thème du message que j'adresse à l'occasion de cette primaire, que notre pays n'est plus dirigé. Nous avons besoin de renouer avec le leadership. Il faut des hommes politiques qui décident et non pas qui commentent l'actualité. C'est ça notre défi. C'est d'avoir, et c'est pour ça que je propose un changement de la gouvernance, que je propose depuis des années que l'on gouverne par ordonnance. On ne peut plus perdre 18 mois dans des débats pour faire savoir si on fait des lois ou pas de loi. Il n'y a aucun des grands leaders, justement, qui seront présents aux primaires qui vous suivent sur ce registre. Ben, je le vous êtes le seul. Oui, puisqu'eux souhaitent gouverner par référendum. Mais c'est pas bien, parce que le référendum, c'est un acte manqué pour ne pas faire. Quand vous êtes élu au mois de mai 2017, président de la République, ça veut dire que si vous gouvernez par ordonnance, au mois de juillet, vos ordonnances sont prêtes. Et que le 3 juillet, elles peuvent être promulguées par le président de la République. Mais c'est mon combat. Ouais. C'est mon combat. Le référendum, ça veut dire quoi? J'ai entendu les propositions de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon. Donc ça veut dire qu'on est élu en mai et qu'en septembre, on va refaire un référendum pour faire voter les Français sur un projet pour lequel ils nous ont élus 4 mois avant. Et s'ils votent non, il n'y a plus de quinquennat. Vous allez aller aux primaires avec le sursaut français et ses propositions ou avec la pancarte Big Malion? Parce que c'est ça, en fait.
dans cette affaire-là. J'étais un peu violent comme question. C'est pas violent, mais par nous, c'est absurde. Je ne suis plus concerné par cette affaire, et vous le savez très bien. J'ai été entendu et reçu. Vous n'êtes pas naïf, vous savez aussi qu'une des raisons pour lesquelles vous savez aussi qu'une des raisons pour lesquelles vous décollez pas dans les sondages, c'est lié aussi à ça et à l'histoire de lui. Je sais pas, vous savez, je suis en campagne depuis un mois, donc j'ai 18 mois de retard puisque je me suis imposé le silence justement pour être à la disposition de la justice. Les magistrats qui m'ont entendu m'ont fait connaître qu'il n'y avait aucun élément qui justifiait de me mettre en examen 18 mois après l'investigation, les investigations qui ont été faites. C'est intéressant quand même, alors que un certain nombre de commentateurs, y compris de responsables politiques, m'avaient condamné d'office. Bon, les magistrats après enquête. Mais à la primaire, le sujet va être abordé parce que vous allez vous retrouver face à Nicolas Sarkozy à un moment. Non, mais attendez. Je suis désolé, mais comme on a passé beaucoup de temps à me déclarer coupable il y a 18 mois et beaucoup moins à faire observer que je n'étais pas mis en examen parce que les magistrats me l'avaient fait connaître, je profite de votre antenne pour vous le dire. Deuxièmement, cette affaire donc ne me concerne plus. Et puis deuxièmement, je vais faire campagne sur mon projet, sur la nécessité de redonner de la gouvernance à notre pays. Je ne suis pas obsédé, maman, ça va revenir sur la table dans la conversation que vous allez avoir les uns les autres. Comme je l'ai fait là. Vous lui répondrez à lui, parce qu'à moi, ça n'a aucun intérêt, mais c'est à lui. Mais qu'est-ce que je voulais que je réponde à ces Je sais pas, la question va se poser. Mais non, mais attendez, il y a des magistrats dans notre pays, il y a une justice qui enquête et qui est là pour dire qui est responsable et qui ne l'est pas. Elle m'a fait connaître qu'elle ne me mettait pas en examen. Voilà, c'est tout ce que je dis. Fillon, ça veut donc dire quelque chose. Casser la baraque dans le sursaut français, vous donnez un programme détaillé pour les fameux 100 milliards sur lesquels tout le monde se bat. Et d'ailleurs, je le chiffre. Je crois être le seul. Je suis le seul à avoir chiffré mon programme, oui. Les 100 milliards, il y a que vous qui les avez chiffrés. Ah oui, je les ai même détaillés dans mon livre. Il y a une annexe avec la liste de toutes les économies que je réaliserai. Mais ça veut dire que quand Fillon dit qu'il va casser la baraque et quand les commentateurs, comme vous dites, considèrent que c'est lui qui a le programme le plus élaboré, et je ne dis pas qu'il ment, mais il survend sa propre production. En tout cas, je serais heureux que les mêmes commentateurs prennent du temps à lire mon livre, Le Sursaut français, pour qu'ils voient cette occasion, que le bien est très détaillé, très audacieux, d'ailleurs dans un certain nombre de domaines, puisque je propose par exemple la fin de l'emploi à vie pour les nouveaux entrants dans la fonction publique, ce qui veut dire un changement complet de la gestion des hommes par l'État. Je propose par ailleurs le référendum d'entreprise généralisé, qui est à mon sens la seule manière de changer, de permettre de la vraie démocratie dans l'entreprise, plutôt que ces systèmes qui bloquent, comme on le voit aujourd'hui avec la loi El Khomri, par des partenaires sociaux qui aujourd'hui devraient d'abord être là pour appliquer les décisions de l'entreprise, les évaluer, plutôt que les bloquer. Voilà, typiquement des choses sur lesquelles notre pays doit connaître sa transformation. Mais les 100 milliards, c'est faisable, c'est la dernière question. Parce que imaginons qu'il y ait une crise. Ah bah non, mais comme celle de 2008, ou une crise comme celle récente de la Chine. Guillaume Durand, si ça intervient le lendemain de la présidentielle. Vous me parlez de la crise de 2008, vous avez raison. Est-ce qu'on pourra faire 100 milliards d'économies si on est en pleine crise? Mais écoutez. Et avec un ministère de la Justice où ils ont plus un rond en caisse. Attendez. En 2008, il y a eu une crise financière. L'Allemagne et la France, l'Allemagne a connu une crise 2 fois plus importante. Elle est aujourd'hui à l'équilibre budgétaire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi est-ce que la France était empêchée de le faire? Alors, elle aurait pris un peu de retard, mais elle aurait fait. Simplement, nous avons fait un autre choix, qui est de laisser filer les dépenses publiques. Et puis, ça s'est terminé par des hausses d'impôts massives. Et avec, en plus, un service public qui n'est pas satisfaisant. On le voit dans le domaine de la justice ou de la police. Donc, il faut resserrer le périmètre de l'État. Et ça, crise ou pas crise, il faut absolument le faire avant qu'il ne soit trop tard. Jean-François Copé était l'invité de la matinale de Radio Classique et de Paris Première ce matin. Le livre s'appelle Le Sursaut français, est encore dans les librairies. Merci, bonne journée à vous. Merci. On se retrouve dans un instant avec à la fois le rappel des titres, la revue de presse, Philippe Tesson et Bruno Roger-Petit.